le sourire avec Monsieur Ekou. Bienvenue, bonjour à vous. Merci, bonjour Alice. Je m'en vais ici partager avec nos téléspectateurs cette première note, notamment l'article numéro 6 du décret numéro 20-15-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d'accès à la profession de transport et d'exercice de l'activité de transport routier qui dit en ceci. À toute personne physique désirant diriger une entreprise de transport routier est tenue, avant l'inscription au registre des transporteurs de la dite entreprise de transport routier, de satisfaire les conditions ci-après. Avoir 21 ans révolus. Résider en Côte d'Ivoire, justifier de son honorabilité, être de nationalité ivoirienne ou être de la nationalité d'un des pays membres de la CEDEAO ou de l'UMOA ou d'un pays tiers accordant la réciprocité aux ressortissants ivoiriens et plus généralement n'être frappé d'aucune incompatibilité. Et voilà ici, comme on l'a indiqué, le secteur est fortement réglementé. Mais tout de suite, quel est l'état des lieux sur le terrain ? En tout cas, tout à l'heure, vous avez fait une très belle introduction. On a un secteur économique très dynamique. Le secteur du transport représente environ 7% du PIB. Mais comme vous l'avez dit, l'impression qui se dégage, c'est la désorganisation de ce secteur-là, avec un profond mécontentement des usagers, les principaux acteurs, même les transporteurs qui se plaignent souvent du racket. Donc, on a une forte désorganisation du secteur parce qu'il y a beaucoup d'acteurs encore dans l'informel qui ne sont même pas au fait de l'évolution législative et réglementaire. Et donc, c'est ce qu'il faut peut-être arriver à corriger. Et justement, en tout cas, c'est notre but ici, de pouvoir suggérer et donner des idées comme ça pour mieux reformer et réglementer le secteur. Justement, peut-on vraiment réussir à reformer le secteur des transports en Côte d'Ivoire? En tout cas, on doit y arriver parce que c'est un secteur important. On doit y arriver en commençant par sensibiliser ces acteurs-là, même si l'importance de ce secteur-là, chaque fois qu'il y a un accident de la route et qu'ils sont indexés, ça va de la crédibilité de la fonction, ça va aussi de l'honorabilité dont on parlait tout à l'heure. Donc, on doit y arriver. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore dans la forme artisanale, alors que les réformes demandent de gros moyens. On va y arriver, les défis sont énormes, mais je pense que petit à petit, avec des axes mis en place par le gouvernement, comme le renouvellement du parc auto, comme le contrôle ardu, on avance un peu, pas à pas, vers la réforme du secteur. Et vous avez parlé de défis. On va peut-être axer notre échange sur les plus grands. Que sont-ils justement les plus gros défis à relever dans ce secteur? Le vrai défi, quand on parle de réforme, on parle de changement de comportement. Donc le vrai défi serait vraiment de parvenir à susciter cette appropriation de la réforme par les transporteurs eux-mêmes. On a l'impression qu'on a une autorité administrative qui prêche dans le désert et on a des gens qui disent non, mais ça ne correspond pas à la réalité du terrain et qui font ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est le principal défi parce que dans les réformes, il y a eu une grosse mise à jour de la législation et je ne pense pas qu'ils soient au fait, ils soient informés. C'est pour moi le premier défi. Et le deuxième défi va être le défi de la sécurité routière. Ils transportent des passagers et comme on le dit chaque fois, quand les accidents se produisent, ils sont les premiers indexés parce que l'état des véhicules n'est pas en parfait état de circulation, parce que la plupart des acteurs ignorent même les règles de base de la sécurité routière. Donc, pour moi, c'est un deuxième défi, le faire comprendre l'essentiel de la sécurité routière. Et pour moi aussi, le troisième défi, au-delà même du renouvellement de la construction des gares, c'est d'arriver à accentuer ce contrôle permanent de l'activité, parce que c'est une activité très contrôlée, très régulée. Voilà les défis, pour moi, mais pour le gouvernement, il y a d'autres défis comme le parc auto qui renouvelle, comme la construction des gares, comme l'offre de services alternatifs. Parce qu'on s'est dit, si le transport est entre les mains d'un groupe informel et qu'on n'a pas d'autre solution, bon, on n'a pas de moyens de corriger. C'est très important. On a ici établi l'état des lieux. On va peut-être faire le postulat selon les différentes entités. On a l'instance gouvernementale au travers du ministère même des Transports qui applique les décisions et autres lois du gouvernement. Et puis on a les acteurs sur le terrain qui sont dans une autre réalité. Quel est le tableau pour ces deux entités? C'est vrai que les acteurs ne comprennent pas toujours l'intérêt des réformes. Parce qu'ils estiment qu'ils vivent de façon assez suffisante. On a l'impression d'un désordre, mais il y a quand même une certaine structuration interne. Il y a une superposition d'acteurs. Et pour eux, l'objectif, c'est d'avoir la recette du jour. Donc, pour eux, ça c'est suffisant qu'ils puissent rouler. Ils ne comprennent pas l'intérêt de payer un nouveau véhicule quand ils trouveront que ce véhicule est cher. Mais en même temps aussi, ils n'ont pas compris l'intérêt de s'organiser parfaitement pour pouvoir bénéficier de tout ce qui va être appui logistique pour la réforme. La dernière fois, on parlait de l'achat des véhicules neufs. On a mis en place un dispositif pour cela, mais
prendre un crédit bancaire exige à la base que la structure soit suffisamment structurée. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre ces appropriations. Et je pense qu'ils ne le comprennent pas parce que les réformes sont encore très loin de leur réalité. Mais bon, avec la sensibilisation, avec la proximité, parce qu'il y a quand même une relation entre les deux acteurs. Hein. Il y a toujours des autorités gouvernementales qui sont sur le terrain pour les sensibiliser. Donc, comme je l'ai dit, petit à petit, on doit y arriver à réformer ce secteur. Ah, justement, parlons de réformes, les réformes les plus significatives qui devaient être distillées et diffusées à foison. Quelles sont-elles dans le secteur du transport? Il y a des réformes qui sont connues, on en a parlé, on en a beaucoup parlé. On a parlé de la limitation de l'âge des véhicules de transport, on en a beaucoup parlé. C'est une loi qui, je crois, ça fait 5 ans. On a parlé aussi de tout ce qui va être réforme administrative avec la mise en place des autorités de la mobilité urbaine. Là, on parle maintenant des mobilités urbaines parce qu'on est dans une logique plus globale. On a vu avec la mise en place de l'AMUG il n'y a pas longtemps. On a parlé aussi de tout ce qui va être réforme structurelle, infrastructurelle, avec la construction de nouvelles gares, avec même l'offre des transports alternatifs comme le métro pour les transports terrestres. Mais il y a des réformes assez significatives qui sont passées inaperçues, comme la mise à jour de l'ensemble de la législation. Depuis 2015, on n'a fait que changer la réglementation. On a changé la réglementation et on a changé presque toute la réglementation. Donc c'est un gros pavé de tests qui doit être porté à la connaissance de ces acteurs-là. Et quant à l'application finalement de ces rafraîchissements ou autres changements de législation, quant à l'application sur le terrain, est-ce qu'il y a adéquation? Pas tout à fait. Par exemple, l'une des réformes importantes sur le transport, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'élever comme ça, créer une entreprise de transport comme vous l'avez constaté, mais aujourd'hui, on ne peut exercer l'entreprise de transport que dans le cadre d'une société. Ben, ce n'est pas le cas sur le terrain. Ben oui, parce que finalement, j'ai envie de vous poser la question, tous ces propriétaires dispatchés, ça et là, de véhicules qui pratiquent, qui exercent l'activité de transport, sont en oui, état de on va considérer délit. que, bon, on était dans une situation assez chaotique et qu'on veut aller vers le mieux. Donc, on a laissé une phase transitionnelle, je suppose, assez longue, on est en train de voir. Mais je sais que depuis un moment, lorsque vous voulez renouveler, parce que c'est des documents qui se renouvellent, lorsque vous voulez renouveler vos cartes, vos titres de transporteur, on va vous imposer de vous mettre en conformité avec la réglementation. Mais le hic, c'est que l'individu qui va et qui ne comprend pas l'intérêt de créer une société et qui pense que pour juste avoir le titre de transport, il faut créer une société, il crée la société pour créer la société. Il oublie la relation juridique qui va naître. Le véhicule ne t'appartient plus, il appartient à une société. Il faut travailler en respectant les règles de gestion de la société, ce à quoi il n'est pas du tout habitué. Donc nécessairement, il faut en plus de ces réformes-là, mettre en place aussi des acteurs pour les accompagner au quotidien, dans la création de nouvelles sociétés, des personnes morales, comme on le dit, dans la gestion de ces personnes morales et puis dans l'accès au financement qui a été mis en place pour eux. C'est un chantier titanesque hein, que vous très ici. Est-ce qu'il est réaliste en l'état actuel des choses? Je pense que oui, il va prendre un peu plus de temps parce qu'on quitte une situation, comme je disais, chaotique. Il va prendre un peu plus de temps, mais il est tout à fait réaliste. Il est tout à fait réaliste. Ça va dépendre aussi de l'ambition de nos autorités gouvernementales, de vouloir arriver quand même à changer ces règles-là parce qu'il y va des objectifs de sécurité routière qu'on s'est fixés. Mais pour moi, c'est réaliste. C'est le délai et c'est peut-être les axes prioritaires qui ne sont pas les mêmes. Je pense que les axes prioritaires doivent mettre l'accent sur le changement des comportements de ces transporteurs-là. Déjà, favoriser l'appropriation pour qu'ils comprennent, pas pour qu'on leur impose, parce qu'en leur imposant ces règles-là et qu'ils ne comprennent pas, on risque de créer encore un deuxième chaos, un deuxième choc plus grave. Pour moi, il faut arriver vraiment à les sensibiliser et à les réformer. Et je pense que le ministère a pris la mesure, puisqu'on insiste sur la réforme de la formation à l'auto-école. Oui. On insiste sur la formation. Il a fait couler beaucoup d'encre de salive. Exactement. Dernièrement. La formation aussi pour exercer le métier de conducteur routier. Et la formation aussi, il y a un profil de formation qu'on met en place pour être transporteur agréé. Donc je pense qu'on est d'accord qu'il faut former, sensibiliser pour changer le comportement. Et justement, dans cette démarche de changement et d'amélioration, bien sûr, parce que c'est ça le but, est-ce que véritablement les acteurs que sont les transporteurs et autres responsables d'entreprises de transport ont vraiment les outils pour s'approprier ces réformes-là? En termes même de compréhension, sans stigmatiser quoi. C'est la vraie question et je suis d'accord avec vous. Je pense que la grande majorité ne serait pas en mesure de s'approprier ces règles-là. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord parce qu'il y a un taux d'analphabétisme élevé. Il y a quand même une certaine réalité. C'est-à-dire qu'ils sont des acteurs qui vivent quasiment au jour le jour. Il n'y a pas beaucoup de prévisibilité, il n'y a pas beaucoup de planification. Vous enlevez, comme je dis, il y a beaucoup dans l'informel. Vous arrachez le véhicule suranné d'un conducteur, vous le mettez rapidement au chômage, ça complique la situation. Il ne comprendra pas pourquoi on lui arrache le véhicule, il ne comprendra pas que c'est pour son propre bien. Et donc, il y a beaucoup qui ne sont pas encore
suffisamment aptes, à mon avis, à s'approprier ces réformes-là. Mais ça ne doit pas empêcher la réforme, puisque je pense qu'on peut les former. Je pense que pour les avoir côtoyés, qu'ils ont une capacité d'écoute quand même assez forte. Ils ont une capacité de participation à la politique publique assez forte quand même. Donc il faut quand même les approcher et leur faire comprendre, je veux dire, les intérêts, les enjeux de cette réforme-là. Que ce n'est pas par rapport au gouvernement, mais c'est par rapport à leur secteur. Je pense que le transport sera plus rentable si on arrive à mettre en place ces réformes-là. Et ça sera bien évidemment plus vital pour nous autres aussi, parce qu'on va économiser en coût d'accident. Tout à fait, parce que toutes ces réformes qui sont ici édictées et mises en application sont dans le but de pouvoir préserver et la sécurité et la protection et réguler et puis créer aussi une certaine accessibilité. Hein. Quand on a plusieurs acteurs comme ça, cela challenge le coût de la vie et l'accessibilité même au transport. Finalement, le troisième personnage là-dedans, c'est l'usager. Tout à fait. Quelle est la place de l'usager au milieu de tout ceci, son implication, son apport? J'allais même dire que l'usager est au cœur de toute la réforme. Hein. C'est la sécurité de l'usager, c'est la vie de l'usager qu'on essaie de préserver. Et dans la loi portant orientation du transport intérieur, on l'a placé au cœur du dispositif en lui donnant la possibilité d'avoir accès à une concurrence saine entre les entreprises. On a même prévu qu'il soit capable d'anticiper les changements des prix, les coûts, les distances. Mais bon, c'est pas la réalité sur le terrain. Il ne se passe pas un jour où un client de Gbaka ne se fait pas parler avec un apprenti. Mais la loi lui permettrait de pouvoir choisir. Mais comme je dis, on a encore beaucoup de choses à corriger. Mais l'usager, il est au cœur même de ce processus-là. C'est pour lui qu'on fait toute cette réforme-là. Et c'est lui aussi qui doit quand même susciter ce changement vis-à-vis du chauffeur. De quelle manière? Quand bien même on serait pressé, il faut éviter peut-être les surcharges. Parce que des fois, on est demandeur de ces surcharges-là. Moi, j'ai vu des personnes demander ces surcharges-là. J'ai été surpris de dire, ah, moi, je préfère prendre ce véhicule-là parce qu'il a, comment on les appelle, c'est un frappeur, il trouve toujours la solution dans les embouteillages. Il faut éviter de les encourager. Parce que croire qu'on est bon dans, comme on dit chez nous, tu es fort dans vos rien, ça ne sert à rien. Donc, il faut peut-être que le passager ou l'usager reconnaisse que toute la réforme qu'on fait, c'est pour sa propre sécurité, c'est pour sa vie, c'est pour surtout améliorer son confort de transport. Si vous trouvez qu'un véhicule est suffisamment vieux à Abidjan actuellement et que vous pensez que ce véhicule n'est pas en état de rouler, je pense qu'en votre âme et conscience, vous devez dire « je ne monte pas ». Mais finalement, ici aussi, c'est vrai hein, qu'il faut avoir une conscience responsable même pour la protection de sa propre vie. Oui. Mais certains retorqueront que peut-être on n'a même pas suffisamment de véhicules pour les usagers qui devraient se rendre à des points stratégiques de leur profession, ce genre de choses. Oui, donc finalement, on est dans un gap, oui, on va dire, entre l'offre et tout à fait, la parce que demande. pour quelqu'un qui doit arriver au bureau à une heure précise et qui doit passer... Des fois, il fait fi hein, du véhicule qu'il transporte, il veut juste avancer. Bien, je conçois bien. Ça c'est peut-être aussi le débat qu'il faut avoir. Il faut aussi diversifier cette offre de transport. On a vu que sous d'autres cieux, on a mis en place d'autres moyens de transport. On a vu que d'autres systèmes entrent encore sur le territoire. Je pense qu'on va aussi arriver à ces... Parce qu'aujourd'hui, chez nous, il est interdit à un particulier de transporter des personnes à titre rémunéré. Je pense qu'on va réfléchir à ces options-là pour offrir une alternative, je l'ai dit, plus sûre à ses usagers. Mais je comprends bien le besoin de se déplacer, mais j'estime que le plus important, c'est le besoin de sauver sa vie, quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est le but ultime. Hein. Il faut vivre pour pouvoir même s'installer dans un véhicule. Comme je dis, je pense que quand l'usager va jouer ce rôle-là, d'être le censeur de ces transporteurs-là, il va prendre conscience qu'il peut s'améliorer. Je pense que beaucoup de transporteurs peuvent s'améliorer, qu'ils ont les moyens d'acquérir de nouveaux véhicules, puisque la loi leur permet d'avoir ces véhicules-là. Mais comme il n'y a pas de pression derrière du client, et que le client, parce qu'il est coincé, il ne joue pas le rôle. L'usager a son rôle à jouer pour que la réforme puisse passer. Et ce que vous dites est tellement important qu'ici, on a une multitude de fêtières et autres institutions de régulation même du secteur. Il ne faut pas se le cacher, hein, c'est un secteur où draine beaucoup de fonds. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas assez responsable pour pouvoir même, ne serait-ce que même, renouveler des flottes? C'est sérieux. Je pense qu'il y a cette instabilité aussi administrative parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de renouveler nos institutions administratives. J'ai l'impression, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Cette instabilité administrative aussi contribue à fragiliser les réformes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette multiplicité, mais on parle aussi du principe qu'il y a tellement d'acteurs différents, il y a tellement d'intérêts en jeu que peut-être une seule structure ne peut pas tout gérer. Je pourrais comprendre qu'on crée... Mais je pense qu'on est en train de centraliser à travers l'autorité qu'on met en place maintenant, qui est l'autorité de la mobilité urbaine qui va coordonner. C'est nécessaire. Il y a aussi comme le Haut Conseil, le patronat des transporteurs qui permet aussi d'avoir, parce qu'il faut vraiment qu'on crée des structures paritaires,
d'échange entre les autorités administratives qui prennent les textes et les transporteurs qui sont dans la réalité, qui vivent la réalité au quotidien. Je pense qu'il faut arriver à trouver cette synergie de collaboration entre ces acteurs. Je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a un intérêt certain. Et le plus important, c'est que chacun puisse trouver son rôle à jouer et le jouer de façon effective et efficace. Et pour terminer, ce sera peut-être même la dernière question, quid par exemple de cette dernière réforme, sinon de décision prise quant à la limitation de vitesse en milieu urbain, en agglomération. Quel est finalement le regard des transporteurs? Parce que bon, on sait, sur la chaussée, il y a plusieurs usagers, il y a ceux qui roulent pour eux-mêmes, donc ils ont une certaine limitation de vitesse, peut-être même bien respectée, mais le transporteur, lui, se dit, je dois aller plus vite. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment pris tous ces aspects-là en compte? C'est vrai que les transporteurs ont un sérieux problème avec la vitesse parce qu'ils réfléchissent en termes de rentabilité, ce qui est faux, parce qu'il a été démontré que la façon de circuler, la façon de rouler même est plus coûteuse. Mais contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas quand même nouveau. Hein. La limitation des vitesses date d'il y a pratiquement une dizaine d'années, à 60 km/h. Et quant à son application, c'est maintenant que cela est vraiment... Peut-être qu'avec l'avènement de la vidéo-verbalisation, on a mis l'accent sur le contrôle, donc on est plus regardant. Mais quand vous prenez certains véhicules de transport en commun, vous allez voir la plaque, le disque de vitesse derrière, c'est limité depuis toujours. C'est peut-être parce qu'on n'a pas mis suffisamment d'accent sur la sanction et qu'on a des difficultés. C'est sévèrement réprimé la vitesse. Malheureusement, bon, le transporteur, il a une autre mentalité. Là, c'est le rôle du régulateur, de la police, de tenir compte de ces vitesses. Il faut aussi se mettre à leur niveau, tout simplement, pour passer le message. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Et puis, on dira à tous les Bahamorgo de sciencer en pro.